Je rêve d'une petite bicoque dans la campagne, avec une cheminée, mon chien et du papier pour écrire. Et juste assez de sous pour pouvoir m'offrir, de temps en temps, un bon Irish coffee avec mes 2 potes. Richard Van de Geer, lettre à un ami, écrite juste avant que son auteur ne soit tué le 15 mai 1975. Officiellement, Richard est le dernier soldat américain mort pendant la guerre au Vietnam. Le fait que les États-Unis se retirent du Vietnam n'est pas pour profiter tout à fait aux hommes y arrivant, en remplacement de ceux qui ont accompli leurs 365 jours de devoir ou de ceux qui ont été blessés ou tués. Quand je suis arrivé la première fois, j'étais dans le 1er bataillon de cavalerie. Après, je me suis retrouvé dans le 5e bataillon du 7e régiment, plus bas au sud, du côté de Samba. C'était en novembre 1970. Quand le 5e du 7e a été relevé et rentré au pays, ce devait être vers fin décembre. Peut-être la mi-janvier. Il me restait trop de temps à faire encore pour rentrer à la maison avec eux. Ils m'ont donc fait monter sur une autre formation. C'était l'époque où on faisait du bouche-trou en fonction des besoins. Ainsi, quand je suis arrivé la première fois, j'avais été affecté au 1er de cavalerie qui avait besoin d'hommes, puis quand il a été rapatrié, et quand ça a été le tour du 5e, du 7e, je me suis retrouvé avec le 101e. La guerre du Vietnam change en effet de forme. On ne pratique plus les missions de recherche et destruction. C'en est fini de l'Amérique qui montre ses muscles. Il s'agit maintenant d'une guerre de Vietnamiens à Vietnamiens. Et l'armée américaine ne joue plus qu'un rôle de soutien. Le 1er bataillon du 501e était déployé à l'arrière. Sa base principale était à Phu Bay. C'est là qu'on était cantonné. Et de là, on servait sur différentes petites bases d'artillerie un peu partout dans le pays. On travaillait beaucoup en zone démilitarisée. Et aussi pas mal dans la vallée d'Asho. Et d'autres endroits d'ailleurs. Le fait d'être en soutien ne signifie pas que les Américains ne se battent plus. Il y a évidemment toujours des bases à défendre et des patrouilles à effectuer. En reconnaissance, on était en petits groupes de 6, maximum 7, si le lieutenant venait avec nous. Mais en général, on travaillait en équipe de 6. Notre travail était de collecter les informations. Quand on allait au Laos, on partait en éclaireur et on nous larguait quelque part dans le pays. On partait de la base d'artillerie de Vandegrift, là-haut. À nous de nous débrouiller pour le retour en évitant, autant que possible, de nous faire repérer, bien sûr. Mais comme je disais, quand on n'est que 6, on ne se balade pas en allant dire bonjour à tout le monde, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Quand ils ne sont pas sur une patrouille ou occupés à des travaux de maintenance, les soldats américains au Vietnam passent désormais la plupart de leur temps à attendre. À part ceux qui sont avec une équipe en activité sur le terrain, on est basé sur un camp, on monte un tour de garde sur la ligne de défense, et puis, le reste du temps, on bricole, on fait des petits boulots additionnels. Moi, par exemple, un peu de mécanique, des trucs comme ça. Attendre. C'est ce à quoi tous les soldats du monde sont le plus entraînés, en attendant qu'on les appelle pour ce que Teddy Roosevelt appelait l'heure de pointe. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, on donne le signal, quelque chose se passe et on a besoin de nous. Et hop, on ne sait même pas ce qui se passe, mais tout le monde court, prendre son barda et hop, dans l'hélico et on décolle.
Les troupes aéroportées sont un peu la cavalerie d'autrefois dans la conquête de l'Ouest. C'est vraiment tout le monde en selle et en avant au son des canons. Les missions varient, mais pour le moral, elles sont toujours aussi dangereuses. Pour le genre de boulot qu'on avait à faire, comme je disais en général, quand un hélicoptère avait été abattu, il y avait toujours autour un loch ou un cobra. Ils étaient fous, les gars des loches. Ils se mettaient à piquer au ras du sol, à énerver les gens, comme quand on tape avec un bâton dans un arbre jusqu'à ce que quelque chose vous tombe sur la tête, vous savez. En fait, ça faisait comme une sélection naturelle. Les Vietnamiens abattaient un loch sans savoir qu'il allait leur rouler dessus et les écraser en tombant. Et que s'il restait quelque chose au sol, un sac à dos ou autre, on allait venir le récupérer. Et si un hélico était descendu, on allait sécuriser la zone où il s'était écrasé jusqu'à ce qu'on puisse remonter les gars. Et ce, quelles que soient les unités auxquelles les uns et les autres appartenaient. Où qu'il soit, sur sa base ou en mission au loin, la vie du soldat au Vietnam est toujours sous tension. Personne ne voulant être le dernier mort d'une guerre que votre pays considère déjà comme terminée. C'était toujours tendu, c'est sûr. Le Vietnam, c'est toujours tendu. On est toujours sur ses gardes. Le pire, c'est sans doute quand on n'avait pas établi le contact avec l'ennemi. Quand on ne voyait rien ni personne, et qu'on marchait comme ça, sans rien savoir. Et le pire du pire, c'est quand on sentait que quelque chose se préparait. On était là à attendre, on aurait voulu anticiper le contact d'une minute à l'autre. On était sur ses gardes, tout le temps sur ses gardes, et soudain, boum, c'est parti. Il y avait eu le contact, quelque chose s'était passé. Et puis, ça se refermait. Et là, ou bien tu sortais, ou bien ils allaient t'avoir. Juste, il y avait toujours un clic, un clac. C'était dur, fallait toujours être prêt. Prêt à foncer sans savoir, en fait. L'AMSOM 719 va être la première occasion de tester le plan américain de passage de témoins aux forces sud-vietnamiennes, des armées en charge de la guerre. Ça va être le plus grand charnier du Vietnam pour toutes ces jeunes recrues et les pilotes d'hélicoptères. En 1971, Richard Nixon veut qu'on lance une opération majeure contre les positions communistes au Laos. Le plan qui est concocté est baptisé l'AMSOM 719, du nom du lieu de naissance de Lý Loy, un nationaliste vietnamien qui avait repoussé les envahisseurs chinois en 1428. L'objectif de ce plan est de neutraliser la construction d'un stockage de l'armée nord-vietnamienne à Chepon, au Laos. Je suis allé en reconnaissance avec le 501e. Le plan de bataille pour l'AMSOM 719 prévoit de faire porter l'attaque par une division aéroportée et la première brigade de blindés route 9 en direction d'Halui, puis de poursuivre sur Chepon, là où la route 9 coupe la piste Ho Chi Minh. Situé à une bonne trentaine de kilomètres à l'intérieur du Laos, Chepon est un carrefour de communication et d'approvisionnement essentiel pour l'ennemi, qui a donc besoin de conserver l'accès à cette route 9. La première division d'infanterie doit attaquer sur un axe parallèle le long du plateau situé au sud de la rivière Xepon et protéger le flanc sud de la division aéroportée. Les Rangers doivent installer des bases d'artillerie au nord de la route 9 et couvrir le flanc droit de la division. Une brigade de Marines restera en réserve près de Khe Sanh. Autrement dit, l'AMSOM 719 est censé être le premier acte majeur de la vietnamisation qui a été amorcé depuis le 8 février 1971, tout en maintenant encore une forte présence américaine sur le terrain. C'est l'armée vietnamienne qui était supposée de gérer le tout. Mais il y avait la 101e et quelques autres divisions américaines. Je ne sais plus exactement combien, mais comme je disais, je ne savais pas grand-chose de plus que ce qu'on nous avait donné à faire à cette époque. L'opération commence comme prévu avec la task force de la première brigade de blindés qui s'avance le premier jour de 9 km sur la route 9
ainsi qu'avec 3 bataillons de la 1re division d'infanterie qui sont héliportés au sud de la route et 2 bataillons de la division aéroportée au nord. La tendance toutefois s'inverse rapidement dès que l'infanterie ennemie, appuyée par des blindés, prend le contrôle de la base d'artillerie 31, faisant 120 prisonniers sud-vietnamiens dont le commandant du bataillon. Avec 3 divisions ennemies sur le dos, les Rangers n'ont pas d'autre choix que de commencer à reculer leur propre base. Ne pouvant poursuivre sa progression sur la route 9, le général Lam décide alors d'utiliser sur Chepon sa botte secrète des assauts aéroportés. Le 6 mars, 120 huées emmènent 2 bataillons de l'armée sud-vietnamienne directement sur la ville, qu'ils capturent sans trop de résistance de la part de l'ennemi. Celui-ci ne tarde cependant pas à réagir très violemment en envoyant sur place d'importants renforts, blindés compris. Les Cobras de l'armée américaine vont bien essayer d'arrêter cette contre-offensive blindée et enregistrent même quelques succès en coupant l'infanterie nord-vietnamienne de ses chars grâce à leurs roquettes fléchettes de 70 mm. Mais pour que ces roquettes puissent avoir un quelconque impact, il faut qu'elles soient lancées à une distance de 500 à 1000 mètres, ce qui a pour effet d'exposer inutilement les Cobras aux canons et mitrailleuses lourdes, des tanks et de l'infanterie. On manque encore cruellement d'hélicoptères spécialement dédiés à la lutte anti-chars à ce moment-là. Les équipages des hélicoptères américains issus des tirs de barrages antiaériens inouïs, comme il y en a eu peu pendant cette guerre du Vietnam. Très vite, la pression ennemie a littéralement enlisé la progression de l'armée sud-vietnamienne. Ajoutez à cela le mauvais temps et une défense magistrale de l'artillerie nord-vietnamienne, et toute opération de soutien aérien américain est devenue impossible. L'offensive a donc été enrayée avant même qu'elle ait pu atteindre le premier de ses objectifs. Les troupes sud-vietnamiennes, désarçonnées et harcelées par les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong, doivent battre en retraite. Une retraite qui tourne à la déroute dégénérant elle-même en panique. Le commandement américain tente de sauver ce qui peut l'être encore en appelant des renforts de cavalerie et de troupes d'élite. On a embarqué d'urgence destination la plaine de Khe Sanh, où avait été initialement installé le camp de base. Pas le temps de consulter des cartes ou rien. Je me souviens très bien, on nous a déposés, on était une poignée de gars et on fonctionnait à la radio pour tenter de savoir où on était supposé aller. On nous a juste dit d'avancer vers l'ouest, c'est tout. Mais la journée du lieutenant Wagner va être écourtée. La seule chose dont je me souvienne, juste après ça, c'est une explosion et un de mes gars projeté à terre. On n'avait encore aucune idée de ce que ça pouvait être. Le Toubib s'avance pour s'occuper du gars quand une autre explosion aussi soudaine l'envoie au tapis. C'est bon, là on savait, nous sommes en plein dans un champ de mines. Je dis à mes hommes de ne pas bouger, je vérifie que j'ai bien de la morphine dans la poche parce que c'est comme ça qu'on faisait. Et à l'aide de ma baïonnette, j'essaie d'avancer vers le Toubib et le soldat des Marcos qui sont tous deux blessés. Je ne me rappelle pas avoir beaucoup avancé. En un clin d'œil, je me suis senti comme soufflé, projeté à mon tour au sol. J'ai vu mon pied s'arracher de la jambe et aussi ces choses qu'on a entre les jambes. Tout d'abord, on comprend rien. On comprend rien de ce qui se passe. On est juste ahuri. Et puis, on est en état de choc. On se met à trembler, tout ça. Et puis est arrivé l'hélico d'évacuation médicale. Je me revois en train de dire au gars qui se laissait glisser de l'hélico, ne marche pas là, ne marche pas là-dessus. Et lui, je ne sais pas s'il pouvait me voir ou pas, mais peut-être que c'était le type le plus courageux que j'avais jamais vu, mais il s'est posé et m'a fixé au treuil. Une fois à bord, Wagner a un gros souci. Je ne pouvais pas m'empêcher de leur demander franchement si j'avais encore mes couilles ou pas. Ça me turlupinait parce que bon, on fait des pieds en plastique, mais je n'avais que 23 ans, vous comprenez, et j'avais encore plein d'autres choses à faire dans ma vie. Je me souviens de tous ces hôpitaux où on m'a fait aller. À un moment, on m'a stabilisé du côté de Quang Tri. Et puis encore un autre endroit.
J'ai atterri ensuite au Japon, d'où ils nous rapatriaient définitivement. À chaque fois que le docteur me changeait les pansements, il me disait « C'est un 45 votre pied, il va falloir le couper quand vous serez rentré à la maison ». Dans le vol qui m'a rapatrié, c'était un C-141 je crois, il n'y avait que des civières. Sur le terrain, les conditions météo et défensives empirent, et le problème est de savoir comment organiser la retraite pendant que les combats continuent. Il s'avère impossible d'assurer une voie de passage sécurisée par la route 9. Il faut donc évacuer les unités sud-vietnamiennes par hélicoptère et sous un feu continu. La panique faisant son œuvre, certains pilotes en viennent à couvrir de graisse tout ce qui dépasse des parois pour empêcher les soldats de s'agripper à l'extérieur au moment des décollages. Les derniers éléments de la première division d'infanterie sont extraits le 21 mars. Le reste des forces d'assaut dans les jours qui suivent. Bien que des milliers de tonnes de munitions, de ravitaillement divers, de carburant aient été détruites par les unités sud-vietnamiennes, les renforts et les raids de B-52 américains, les forces du plan Lam-Son 719 ont été débordées par les Nord-Vietnamiens au prix de très lourdes pertes. Le gouvernement sud-vietnamien prétend qu'un peu moins de 14 000 ennemis ont été tués, contre 6 000 sud-vietnamiens, tués ou blessés. Du côté américain, on estime les pertes de ces derniers à 50% environ. Les équipages aériens ont 176 tués, 1942 blessés et 42 portés disparus. 107 hélicoptères ont été détruits, 600 sont endommagés. Le plan Lam-Son a démontré que les troupes sud-vietnamiennes sont loin d'être à la hauteur des forces communistes. Lam-Son 719 aura été le dernier engagement important des troupes américaines au Vietnam, ce qui ne signifie pas que la guerre est touchée à sa fin. Pendant plus de 2 ans encore, les forces américaines vont patrouiller, défendre et mourir. J'ai travaillé avec eux jusqu'au 5 août. Je crois on faisait une reconnaissance quand j'ai marché sur une mine. On relevait des informations sur un secteur nord-vietnamien. On attendait d'établir la jonction avec un peloton sud-vietnamien. J'ai pris la mine. Le Vietnam, c'était terminé pour moi. Finalement, le 29 mars 1973, les dernières forces américaines en terre vietnamienne quittent le pays. Ce sont les aigles hurlants de la 101e division aéroportée qui partent les derniers. Je veux vous quitter sur cette histoire, la chose la plus dure pour moi, la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans toute ma carrière militaire, ça a été d'écrire une lettre. Il n'y a pas de préparation, pas d'école pour ça. Mais il y avait des règles. On avait 48 heures pour l'écrire et la faire passer par tous les canaux officiels. Je vous assure, c'est la pire des choses, car ces lettres, on les écrit à propos de jeunes gars qu'on a connus, qu'on a parfois entraînés, comme moi, à Fort Campbell. On les a bien connus quand on a connu leur famille, à travers eux, bien sûr, presque sans le vouloir, tant on était proches et soudés. Et ça, pour moi, même encore aujourd'hui, c'est vraiment trop dur. C'est une chose que je ne voudrais plus jamais avoir à faire. Si après, les chiffres précisant les vies qui ont été enlevées au cours de cette phase américaine de la guerre au Vietnam. Militaires nord-vietnamiens et Viet-Cong, 1 176 000. Militaires sud-vietnamiens, 220 357. Civils sud-vietnamiens, 1 581 000. États-Unis, 58 159. Corée du Sud, 4 407. Philippines, 1000. Thaïlande, 1351. Australie, 520.